Les politiciens ne peuvent pas toujours agir aussi fermement qu'ils le souhaitent, comme on l'a vu avec la CDU. Ils font venir ces Afghans par avion car un tribunal a obligé le gouvernement, malgré sa réticence. Madame Baerbock et ses collègues ont promis à ces 2000 Afghans de les accueillir en Allemagne. Vous en avez l'obligation légale. Monsieur Dobrindt, je ne veux pas, tribunal, tu dois. Je trouverais intéressant d'avoir un jour un gouvernement qui dise « c'est gentil, mais je ne le ferai quand même pas ». Que se passe-t-il? Personne n'a su me répondre. Et si un gouvernement refuse, que se passe-t-il? Orban, en Hongrie, refuse d'accueillir les migrants et paie une amende d'1 million par jour, soit 365 millions. C'est une bouchée de pain comparée aux 50 milliards de coûts que nous avons chaque année pour la migration. Béatrice von Storch, en tant que ministre de l'Intérieur, elle va certainement s'y opposer, je peux déjà vous le dire. Je l'ai eue sur la chaîne et elle a vraiment beaucoup de mordants. Je pense qu'elle va vraiment sévir. Va-t-elle aussi recadrer les tribunaux de ce pays? Johanna, je suis ravi que tu sois là. J'ai hâte de discuter. Ravi d'être de retour, merci pour l'invitation. Johanna, je vais être tout à fait honnête avec toi. Enfin, un parti d'opposition digne de ce nom, avec le potentiel de devenir populaire. Ma prévision est la suivante. Au plus tard, lors des prochaines élections fédérales, l'AfD obtiendra la majorité absolue dans ce pays. Qu'en penses-tu? Je ne crois pas que nous ayons le temps d'attendre les prochaines élections. Pour moi, l'élection de 29 est vraiment une élection décisive, où il s'agit d'obtenir des majorités ou non. Si nous échouons et que les partis au pouvoir restent, ou que des partis plus à gauche les rejoignent, l'Allemagne aura un sérieux problème. Je pense que 4 ans, c'est déjà long. Encore 8 ans ainsi, notre pays ne survivra pas. Penses-tu, Johanna, que des discussions de coalition ont déjà lieu en coulisses? Que dit l'AfD discrètement, avec sagesse? Laissez-les finir eux-mêmes le chaos. Nous prendrons le relais seulement après. En coulisses, il n'est pas question de coalition. Les anciens partis refusent cela, surtout avec l'AfD. J'ai parfois entendu des propos de l'AfD comme « ils ne veulent même pas ». On voudrait, le cas échéant, que les autres partenaires ou les autres partis entrent comme partenaires juniors. J'ai aussi entendu cela. Une majorité absolue, comme celle prévue en Saxe-Anhalt, effraie aussi l'AfD. Précise vite. Par peur, tu entends un manque de préparation ou de personnel. Eh bien, une majorité absolue signifie vraiment qu'on est seul responsable de la politique dans ce pays. N'ayant jamais eu de responsabilité gouvernementale ni de ressources humaines en soutien, cela suscite naturellement des inquiétudes et des réflexions. Comment allons-nous gérer cela? Je sais que lorsque le FPE, par exemple, est arrivé au gouvernement, on disait « nous devons simplement survivre d'une manière ou d'une autre aux 100 premiers jours. Je ne sais pas comment ça fonctionne, il faut d'abord survivre. » Et ce sont bien sûr des réflexions qu'un parti doit avoir. Je comprends. Par contre, les partis du système ont sûrement encore plus peur. Ils réalisent alors qu'Ulrich Sigmund, avec une politique raisonnable, atteint les gens et que le pays ne va pas à sa perte. Cela dépend alors de l'AfD, si elle y parvient réellement ou non. Non, et c'est un peu ma théorie. Quand les partis arrivent au pouvoir, ils se dégonflent relativement vite. C'est exactement ce qui est arrivé aux Verts. Beaucoup d'électeurs des Verts avaient beaucoup d'espoir, et voilà où nous en sommes arrivés. Tout le monde doit être jugé selon la réelle politique. C'est important. Je pense qu'on n'y prête pas encore assez attention. Je pense que nous avons besoin de plus de puissance du côté libéral-conservateur. Je sais qu'il y a toujours ce débat, plus de partis, etc., ou bien tout le pouvoir à un seul parti. L'AfD n'aura jamais la majorité absolue au niveau fédéral et devra chercher un partenaire de coalition. En conséquence, il faut se demander comment faire pour obtenir réellement un changement de politique. Comment faire pour que la Union chrétienne-démocrate ne dépende plus de la gauche? Si elle dit qu'elle ne veut pas collaborer avec l'Union avec l'AfD, comment faire en sorte que nous obtenions réellement des majorités aussi stables afin d'avoir une politique raisonnable en Allemagne? En tout cas, plus de pragmatisme, moins d'idéologie. Penses-tu vraiment que l'AfD pourrait réellement changer quelque chose si elle était au pouvoir? Penses-tu que le système est si cassé et pourri que rien ne changera? Moi, je dis toujours, les partis sont le problème et nous avons un système défaillant. Dans la salle des machines de la démocratie, ça grince et ça fume. Et certaines machines devraient être complètement remplacées. On n'en parle pas, on se demande juste quel parti choisir, quel est le moindre mal, à quel parti croyons-nous. Le fait est que les structures, telles que je les ai vécues, que ce soit au Bundestag ou dans les partis, sont conçues de telle manière que peu de choses changeront. Même avec motivation et l'envie de changer les choses, cela reste difficile. On est prisonnière des structures de partis où l'unique but devient comment revenir sur la liste.
J'ai aussi connu cela à l'AfD, où les luttes internes débutent alors. On s'occupe principalement de soi-même, de son parti, et beaucoup moins de ce qui se passe dans le pays. C'est inhérent au système, ce n'est pas lié à l'AfD au vert ou à la FDP. Tant que nous n'en sortons pas et que nous ne réfléchissons pas à d'autres possibilités pour briser le pouvoir des partis, pour briser le pouvoir des listes, nous devons briser le scrutin de liste car c'est cela qui détruit la politique. Seules les personnes qui flattent le petit cercle de pouvoir au sein des partis figurent sur les listes. Si nous ne brisons pas cela pour donner aux citoyens la possibilité de faire un vrai choix et de dire nous refusons la liste imposée par le parti et souhaitons choisir nous-mêmes nos représentants. Tant que cela restera ainsi, rien ne changera, même avec l'AfD, un parti comme les autres. Je comprends que beaucoup placent leurs espoirs là-dessus. Mais encore une fois, le problème est plus profond. Alors, je pense qu'en matière de sécurité et d'économie, le pays ira effectivement mieux. Et ma thèse sur la politique est la suivante. Le système Lador est complètement foutu. Je dois le dire aussi crûment. Les politiciens le savent d'avance et pensent seulement « il suffit de tenir 4 ou 8 ans, puis ma vie sera assurée ». J'ai tous les réseaux et je peux compter sur une importante indemnité de départ dans une grande entreprise d'une façon ou d'une autre. Oui, pour certains, c'est évident. Ils voient la politique comme une carrière. C'est pourquoi ils vont au Bundestag. Certains y sont depuis longtemps et souhaitent être réélus. Et c'est pourquoi, en ce moment, je ne comprends absolument pas la direction que prend l'Union. Parce que il suffit juste d'un peu de bon sens pour voir que la population dehors est mécontente. Qu'ils disent nous avons besoin d'un changement. Et c'est en conséquence qu'ils ont voté. Ils n'ont pas élu un gouvernement de gauche. Maintenant, Friedrich Merz se laisse mener par le bout du nez par le Parti social-démocrate d'Allemagne dans l'arène, au lieu de vraiment se forger une colonne vertébrale. Dire non, nous allons changer quelque chose. Il y a parfois de bonnes propositions, comme Alexander Dobrindt, par exemple. Si Alexander Dobrindt pouvait vraiment faire ce qu'il voulait, alors la politique migratoire en Allemagne serait effectivement différente. Mais ils sont toujours freinés par le PSD. Ils se laissent freiner par le PSD, alors que c'est un parti qui stagne autour de 13-14%. Je ne comprends même pas pourquoi l'Union ne dit pas « maintenant, ça suffit ». Sinon, on vous met dehors du gouvernement et on continue en tant que gouvernement minoritaire. C'est exactement ce dont ce pays aurait vraiment besoin. Tu penses que Friedrich Merz teste avec sa déclaration sur l'image de la ville jusqu'où il peut aller à droite pour voir où se trouve réellement la ligne rouge? Je suis surprise qu'il n'ait toujours pas corrigé cette déclaration. Habituellement, il lançait un sujet dans la discussion, que ce soit les petits pachas ou les rendez-vous chez le dentiste, et ensuite toute la bulle de gauche est montée au créneau. Et puis il a fait marche arrière et a dit « ce n'est pas du tout ce que je voulais dire ». Ici, il se tient là pour la première fois. Et je pense que c'est aussi la rébellion au sein du gouvernement, parce que le SPD travaille en permanence contre l'Union. Lars Klingbeil s'en prend directement à Merz dans un discours, affirmant qu'il refuse que l'apparence détermine si l'on correspond à l'image de la ville. Ou la vice-présidente du SPD qui participe réellement à une manifestation anti-Merz. Je crois que l'Union en a assez et commence enfin à réagir. Aujourd'hui, j'ai lu qu'elle visait la double nationalité et je me dis, regarde-moi ça. On commence enfin à aborder les sujets qui sont vraiment importants pour la population. Il faudrait juste s'y tenir maintenant, aller jusqu'au bout et ne pas laisser le SPD tout diluer à nouveau, comme pour le sujet du revenu citoyen. Donc j'ai trouvé la déclaration bonne. L'aspect de la ville s'est détérioré ces dernières années, mais je sais que c'est aussi un problème socio-économique. Je viens de Wuppertal. Là-bas, la ville était déjà en mauvais état en 2010-2008. On n'osait déjà pas entrer dans la gare à cette époque. Depuis 2014, la situation s'aggrave malgré les investissements importants de la Société nationale des chemins de fer français. Je pense que le pays a été mené droit dans le mur. C'est mon ressenti. Oui, enfin, je veux dire, on le voit tous, ce n'est pas juste croiser des étrangers ou des gens sans cheveux blonds et yeux bleus, c'est autre chose. C'est sale, c'est délabré, c'est couvert de graffitis. Ce n'est plus le pays dans lequel j'ai grandi, où l'on avait le sentiment que c'était beau. À l'Est, c'est parfois encore comme ça. Quand on traverse l'Est, on voit que les habitants s'occupent encore de leur terre-plein et y plantent des fleurs pour que ce soit joli. C'est en fait comme ça que ça devrait fonctionner, qu'on se préoccupe de son environnement, qu'on veuille vivre dans un bel environnement. Mais nous connaissons cela du socialisme, les barres d'immeubles, que tout ce qui est beau soit détruit et que la société soit amenée à un tel stade, selon le principe,
On vit juste comme ça, sans se soucier de rien. Oui, c'est aussi une stratégie héritée du socialisme. C'est dommage de voir ce pays à la dérive. C'est pourquoi il est encore plus absurde de voir l'indignation des écologistes de gauche sur ce débat sur l'image de la ville, puisque tout le monde le constate. Va à Francfort ou à Berlin. J'étais à Berlin la semaine dernière, du trajet de l'aéroport au centre-ville. On est content quand on peut quitter Berlin à nouveau. Franchement, J'ai toujours la même impression en arrivant à Berlin. La ville est un monstre urbain terriblement sale, et en ce qui concerne l'Est, je peux être entièrement d'accord. J'étais récemment en Suisse saxonne, puis je suis allé à Pirna, dans un supermarché. Bon, en tant que noir, on n'a pas vraiment un grand avantage là-bas. Le temps s'est arrêté. Ils n'ont sans doute jamais vu de personne de couleur dans ce gouvernement, mais clairement, les gens de l'Est entretiennent une bien meilleure relation avec leur environnement. Oui. absolument. Ils ressentent toujours un attachement à la patrie, alors qu'à l'Ouest, on nous l'a retiré car la fierté nationale est vue négativement. Mais c'est ça qui compte, qu'on ait vraiment ce sentiment d'appartenance et qu'on se dise je ne vis pas simplement pour moi-même, je ne connais pas mes voisins et ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse pas. Mais qu'on commence à regarder de nouveau à droite et à gauche, à s'intéresser à son propre village, à sa propre ville. Mais pour moi, cela implique aussi de réduire le rôle de l'État. Quand on a l'impression de payer beaucoup d'impôts et de cotisations avec l'allocation citoyenne et tout le reste, l'État s'occupe de tout. De toute façon, il me reste peu d'argent à la fin du mois. Pourquoi devrais-je encore rendre quoi que ce soit? Pourquoi investir dans ma communauté ou chez quelqu'un en difficulté? Si notre système social fonctionne bien, laissons l'État gérer cela. Et si nous commencions à repousser l'État et à dire non, nous laissons d'abord beaucoup plus d'argent dans le portefeuille des citoyens. L'État reçoit moins, il a alors moins de tâches. Il n'a donc pas besoin d'autant d'argent. Alors ce sentiment revient. Alors je regarde. Comment va la mamie 2 maisons plus loin? Alors je peux peut-être aussi l'aider et ensuite j'ai de nouveau envie de l'aider parce que j'en ai moi-même les moyens. Si l'État me prend l'argent, si l'État me retire le pouvoir en principe de faire quelque chose, ou même m'enlève la volonté, il dit nous nous en occupons, donc la cohabitation ne marche plus. Nous sommes tombés dans ce schéma où nous remettons complètement la responsabilité à un État envahissant. Et pour ce qu'on appelle le système social. Et ces aumônes que nous recevons ensuite de l'État, nous abandonnons notre liberté pour cela. Et en fait, nous devrions inverser cette situation. Peut-être es-tu là à penser « Ceux d'en haut sont responsables, l'État veille sur moi ». Mais honnêtement, combien de temps veux-tu encore attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de ta vie? Personne ne viendra te sauver, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ta chance. Et si tu veux vraiment en profiter, alors viens à notre webinaire le 15 décembre à 19 h. Je pense qu'avant d'en arriver là, nous passerons d'une orientation écolo-gauchiste à quelque chose de plus autoritaire, puis finalement plus libéral. Parce que, si tu regardes par exemple, l'AfD au pouvoir, l'AfD aura des leviers que les gouvernements précédents n'avaient pas. Modes clés Palantir, biométries qui vont être centralisées, cartes d'identité électronique, et ainsi de suite. Alors bien sûr, tout le monde va s'énerver et dire « Oui, l'AfD est évidemment ultra-autoritaire ou quelque chose comme ça. Au fond, elle disposera de moyens que les gouvernements précédents n'ont fait que rêver. » Si on prend un peu de recul, toutes ces politiques que je viens de décrire sont en fait menées par 180-190 pays. L'AfD n'est alors qu'un tout petit rouage dans la machine. Tu as tout à fait raison. Ce que je trouve toujours effrayant, c'est que les gens qui pensent devoir et pouvoir instaurer cette architecture de surveillance ne considèrent pas qu'un jour, cette architecture pourrait être utilisée contre eux. Je ne sais pas s'ils sont aussi naïfs ou s'ils croient vraiment qu'ils ne perdront jamais le pouvoir, mais ils le perdront. Un jour, un gouvernement viendra qui ne nous voudra pas du bien, comme l'histoire le montre. Je dis toujours, imaginez Staline, Pol Pot, Hitler avec les possibilités numériques d'aujourd'hui. Alors toutes les bases de données existent déjà. On n'a même plus besoin de commencer à les construire. On n'a plus besoin de preuves. Tout est numérique et interconnecté, offrant toutes les informations, possibilités de surveillance et contrôle, notamment avec l'euro numérique. Là, ce sera une dictature totale. C'est précisément ce que je dénonce toujours. Je dis toujours, je ne dis pas que ce gouvernement ou le prochain le fera. Mais il y a une chance qu'un jour, nous ayons des gens au pouvoir qui ne nous veulent pas du bien et qui en profiteront exactement de cette manière. Et c'est pourquoi il est si important de résister à cela. Il est important de s'opposer aux petits pas quand on annonce l'arrivée de l'euro et de la carte d'identité numérique.
ainsi que la reconnaissance faciale biométrique dans les rues via les caméras de surveillance. Disons simplement stop, nous refusons d'y participer. C'est pourquoi il est si important de souligner qu'il faut renforcer la liberté en Allemagne. Parce que c'est cela que nous avons perdu, le sens de la liberté. La liberté en Allemagne ne disparaît plus centimètre par centimètre, mais kilomètre par kilomètre, et elle est déjà morte dans certains domaines. Nous avons perdu notre liberté dans certains domaines. Quand je vois qu'il y a désormais des perquisitions chez quelqu'un comme le professeur Bolz, je me demande, mais que se passe-t-il dans ce pays? Comment est-ce possible qu'un tweet manifestement ironique mène à ce que la police frappe à ta porte le matin? Et ce n'est que le début. Nous voyons comment cela continue d'être poussé de plus en plus loin. Et il est vraiment important de souligner que nous devons et pouvons nous défendre parce que nous, les citoyens, avons le pouvoir de nous y opposer. On ne le voit pas encore, on pense n'être qu'un petit rouage. Que puis-je faire seul disent 84 millions de personnes. Nous pouvons faire beaucoup de choses et nous le voyons sans cesse à travers de petites actions. Qu'est-ce que cela veut dire de petites choses? Nous le voyons par exemple avec le contrôle des discussions. Elle devait être votée il y a quelques semaines à la Commission européenne. Soudainement, une vague a traversé l'Allemagne parce qu'il est devenu connu que le gouvernement allemand allait approuver cela. Et tout dépend du German Vote pour savoir si cela va passer. Les députés ont été inondés d'emails. Il y a eu une énorme vague de protestations sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vote a été annulé. Ce n'est pas qu'il ne reviendra pas. Ils vont réessayer. Mais nous, en tant que citoyens, avons montré que nous pouvons obtenir des résultats. Renforcer cette confiance en soi, renforcer cette prise de conscience que nous avons le pouvoir. Nous devons revendiquer notre liberté et nous avons besoin de personnes pour faire avancer cela, des personnes qui le propagent. C'est souvent ce qui fait la différence. Ta déclaration est forte, mais parfois je me suis demandé si ce n'était pas un peu naïf. Je veux dire, si tu regardes par exemple l'euro numérique, il y a aussi le rouble numérique. C'est quelque chose qui est poussé partout dans le monde par de nombreux pays. Par exemple, pendant le Covid, l'Allemagne ne pouvait pas simplement se retirer et agir seule. C'est évidemment cet agenda mondial qui est mis en avant. Maintenant, crédit social, obligation de carte d'identité, monnaie numérique et ainsi de suite. Est-ce qu'en tant qu'individu, on a vraiment son mot à dire là-dedans? L'État allemand n'est pas souverain et cette architecture de sécurité est de plus en plus renforcée. Que tel ou tel pays participe ou non, au final, ils doivent tous participer d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils subissent suffisamment de pression de tous les côtés. Oui, mais nous avons aussi vu pendant la période du Covid que tout le monde n'a justement pas suivi. C'est comme ça. Il y a suffisamment de gens qui ont dit « nous ne participons pas à ça ». Nous ne nous faisons pas vacciner. Nous n'acceptons pas ces restrictions des droits fondamentaux. Ceux qui ont organisé la résistance contre le Covid et qui ont tous survécu à cela, qui sont restés fermes et ont dit « alors, nous n'irons tout simplement pas au restaurant ». Chacun peut dire « nous ne participons pas à cela ». Cette possibilité existe toujours. Nous ne participerons pas à l'euro numérique s'il arrive. Même si cela signifie j'obtiens 10% de réduction lors de l'achat d'une voiture. Je n'utilise pas l'euro numérique. Si suffisamment de personnes font cela, alors ils n'auront aucune chance de l'imposer. Ils peuvent tenter, mais nous ne sommes pas forcés de participer. Il existe des alternatives comme l'or ou le bitcoin. Il existe d'autres moyens de retirer l'argent du système afin de ne pas donner à cet État le pouvoir de gouverner contre nous. Nous devons simplement avoir confiance en nous. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons rien y faire de toute façon. Si, nous pouvons faire quelque chose contre cela. Nous pouvons dire « nous ne participons pas à cela, surtout si nous sommes nombreux ». Je voyage souvent en Allemagne, invité à donner des conférences dans des associations citoyennes, clubs, etc. Je remarque qu'il y en a tellement, répartis dans toute l'Allemagne, de la mer du Nord jusqu'au fin fond de la Bavière. Si nous nous organisons et savons combien nous sommes, la politique n'aura plus la tâche facile. Mais les discussions ne passent ni par les médias traditionnels, ni par les médias grand public, d'où ce sentiment d'impuissance. On est pris dans cette routine, mais nous ne sommes pas si peu nombreux à voir ces risques, et de plus en plus de gens les voient. L'Amérique a déjà agi avec Donald Trump en déclarant « pas de dollar numérique chez nous ». Ils ont adopté une loi stipulant qu'il n'y aura pas de dollar numérique aux États-Unis. Point final. Il existe aussi au niveau politique la possibilité de résister. Si des personnes raisonnables sont au gouvernement et disent « nous plaçons la liberté du peuple en premier ». Et alors, il n'y aura pas de telle chose. Tu as mentionné tout à l'heure, lors de la conversation préalable, qu'en Rhénanie-Palatinat, l'AfD a également approuvé la biométrie. Le Parlement régional de Rhénanie-Palatinat a approuvé la reconnaissance faciale biométrique et la vidéosurveillance urbaine, invoquant l'encombrement des déchets.
On évoque toujours la criminalité et ça m'énerve car c'est sans cesse la même excuse. Criminalité, terrorisme ou abus sur enfants. Ce sont les arguments qu'on avance en disant oui, mais maintenant il faut surveiller tout le monde, il faut mettre tout le monde sous suspicion générale. Chacun est un point très important. Tout cela est extrêmement important, oui, compris. Et on finira sûrement par attraper un jour la bonne personne, un criminel, un terroriste, un pédophile, c'est certain. Donc cela veut dire que nous laissons simplement tout cela nous arriver. Il faut quand même réfléchir un peu plus loin que ça. C'est le problème que j'ai avec beaucoup de partis conservateurs qui disent oui, la sécurité. Et ensuite, ils sacrifient la liberté au nom de la sécurité. Et ça n'en vaut pas la peine. Il existe d'autres moyens de renforcer la police et de leur donner des possibilités, plutôt que de dire maintenant nous surveillons tout le monde et nous mettons tout le monde sous suspicion générale. L'autre exemple que nous avons maintenant, c'est un Lars Klingbeil ou un Dobrindt qui arrive et dit nous allons inverser la charge de la preuve. Tu dois nous dire, en tant qu'État, d'où vient ta fortune. Ce n'est pas à nous de prouver que cela provient d'activités criminelles. Non, c'est à toi de nous prouver maintenant que la pièce d'or que ta grand-mère t'a léguée ne provient pas d'actes criminels, mais qu'elle l'a acquise légalement. Si tu n'en es pas capable, alors l'État la confisque. Ce sont les plans que Dobrindt est en train d'élaborer en ce moment. Ce sont les plans que le gouvernement est en train d'élaborer en ce moment. Et là, nous devons dire clairement, ce n'est pas possible. Nous ne devons pas sacrifier notre liberté au nom d'une soi-disant sécurité, car cela cible désormais le blanchiment d'argent et encore une fois, les criminels. Donc, Mamie Erna doit prouver que son or sous le matelas a été acquis légalement. Où en sommes-nous, s'il vous plaît? Quand l'AfD approuve cela, je dis non, désolé, ce n'est pas possible. Oscar Lafontaine a dit sur cette chaîne il y a quelques semaines qu'il avait honte de ce pays. On peut me dire ce qu'on veut, on argumente souvent avec la naïveté politique, ou que les responsables n'avaient pas vraiment compris la situation. Je soupçonne vraiment qu'il y avait une autre stratégie, que l'Allemagne devait être systématiquement rabaissée ces dernières années pour ne pas représenter une concurrence pour les Américains ou pour d'autres régions économiques. Je sais que cette théorie revient souvent et je suis absolument convaincue qu'il y a suffisamment de politiciens au Bundestag allemand qui veulent vraiment maintenir l'Allemagne à un niveau bas, surtout chez les Verts, qui l'ont d'ailleurs dit assez clairement. On ne court pas derrière une affiche disant l'Allemagne, ce morceau de merde, si on apprécie ce pays. On ne dit pas non plus je n'ai jamais rien pu faire avec l'amour de la patrie. Si on apprécie ce pays et qu'on veut le faire avancer, certains en sont vraiment capables. Pour les autres, c'est en partie un aveuglement idéologique total. Ils croient vraiment qu'ils font quelque chose de bien. Ils croient vraiment qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils précipitent ainsi l'Allemagne dans le désastre total. Donc, il y a des gens qui pensent que la politique énergétique que nous suivons, la transition énergétique, est la bonne solution. Ils présentent alors toujours toutes sortes de justifications pour expliquer pourquoi c'est la bonne chose à faire, tout en voyant notre économie s'effondrer. Je dis toujours, la souveraineté, ça se prend. On ne reçoit pas la souveraineté de quelqu'un, on la prend, on se donne du courage et on affirme « Non, nous sommes souverains, nous prenons nos propres décisions et peu importe qu'il y ait des pressions extérieures ou non. » Parce que l'Allemagne en est capable, vraiment, et nous avons déjà été un pays très influent. Si nous menons une politique correcte, nous avons toujours les capacités et possibilités, surtout ici. Intelligence artificielle. Nous avons de bonnes personnes et entreprises en Allemagne. Il faut leur faire confiance et les laisser agir. L'Allemagne pourra redevenir un acteur majeur, mais les politiciens doivent avoir le courage de l'imposer. Ce n'est pas un Scholz à côté d'un Biden, affirmant gérer Nord Stream 2 et restant silencieux. Mais à la place, il y aurait un chancelier à côté qui ouvrirait la bouche et dirait « Ça ne va pas chez toi, c'est notre gazoduc, ça ne vous regarde pas du tout, nous nous en occupons. » Avec l'actuel chancelier Merz, j'ai vraiment de très grands doutes à ce sujet. Tu viens de mentionner Donald Trump. Ce que je me suis demandé ces derniers mois, pourquoi tous les politiciens se couchent-ils devant Donald Trump? Ça me paraît vraiment suspect, surtout quand on regarde une Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'elle disait avant? À quel point l'Union européenne est forte, qu'ils ont une bazooka en réserve et qu'ils ne se laisseraient pas pressurer par les Américains. Donald Trump est vraiment rusé. Tu as aussi une longue expérience politique. Penses-tu qu'il dirait « Ursula, j'ai conservé tous tes services de messagerie courte, même ceux que tu as vite supprimés lors du scandale Pfizer. Tout finit chez les services secrets.
y compris les communications des politiciens. Tu dois signer le contrat. Sinon, demain, tu feras la une des journaux et tu finiras en prison. Je ne sais pas s'ils ont les services de messagerie courte. Je pense qu'il y a une explication très simple pour laquelle ils se soumettent tous à Donald Trump. C'est parce que l'Amérique a tout simplement le pouvoir de plonger tous les autres dans le désastre. On le voit avec Trump. 100% de droits de douane ici ou là, ça détruit l'économie. Nous sommes complètement dépendants des Américains. Quand nous disons « nous avons besoin de l'OTAN pour notre défense », et nous avons besoin des Américains. Le grand frère outre-Atlantique qui nous protège, Donald Trump, dit « Eh bien, vous ne l'aurez pas. Vous êtes seuls. Là, nous avons un problème. Nous dépendons non seulement des Américains, mais aussi des Chinois. Là encore, nous ne pouvons pas être fiers. Combien ai-je lu? En Allemagne, plus de 700 médicaments essentiels sont fabriqués en Chine. Nous ne pouvons même pas agir comme nous le voudrions parce que nous l'avons permis, parce que nous avons affaibli ce pays, parce que nous avons laissé notre industrie partir à l'étranger et que nous sommes dépendants de ces gens-là. L'Amérique est tout simplement la superpuissance mondiale. Et en conséquence, tout le monde fait de la lèche à Donald Trump. Je trouve donc, quand on regarde ça, même un Ruth, qui alors, comment l'a-t-il appelé? Il avait un surnom pour Donald Trump. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ils essaient de le flatter parce qu'on sait très bien qu'un Donald Trump réagit à ses flatteries, à ses compliments. C'est pourquoi tout le monde le fait, parce que nous dépendons de l'Amérique. Si nous regardions à notre propre souveraineté, nous voudrions nous concentrer sur le renforcement de notre propre économie. Nous aurions une coopération européenne qui se concentrerait sur le fait de rendre l'Europe forte, au lieu d'une Union européenne et d'une Commission européenne qui s'occupent donc de choses absurdes et de la bureaucratie, et la loi sur la chaîne d'approvisionnement et tout ce qui vient de l'Union européenne que nous devons respecter, ce qui nous complique la vie, ce qui complique la vie de l'industrie, ce qui fait qu'elle quitte le pays. C'est cela qui serait important, de travailler ensemble au sein de la communauté européenne pour vraiment nous rendre forts en tant qu'Europe, afin d'avoir un contrepoids face à ces deux pays, donc la Chine et l'Amérique, qui sont actuellement si puissants. Mais je ne le vois pas. Nous faisons le contraire. Nous créons une Union européenne qui ne vaut rien en ce moment, qui ne fait que rendre la vie de tous plus difficile, qui ne s'occupe pas des choses importantes, comme par exemple la protection des frontières. Comme par exemple Frontex, où il serait vraiment logique de dire que c'est pour cela que nous avons une Union européenne. D'un autre côté, elle ne nous aide pas à devenir suffisamment forts pour agir selon les intérêts de notre pays, sans chercher l'approbation des autres. Regarde donc une Christine Lagarde, avec tout le respect que je lui dois, elle avait été condamnée définitivement pour une affaire de corruption. C'est comme postuler pour enseignant après avoir été déjà remarqué pour pédophilie. C'est absolument inacceptable. On est gouverné par de véritables criminels endurcis. Et là, je me demande, on ne nous présente même pas ces gens comme des autorités morales. D'accord, il ne faut plus faire confiance à la politique, aux médias, ni même à l'Église. Ils participent tous à ce mensonge. Se faire vacciner ou livrer des armes, c'est soi-disant aimer son prochain. Et bizarrement, quand ils participent à ce mensonge, il n'y a plus non plus de cas de pédophilie dans l'Église. Comme il y a 5 ou 10 ans, par exemple, quand évidemment énormément de gens ont quitté l'Église. À qui est-ce qu'on est censé se référer dehors? À soi-même, une expression circule dans la communauté Bitcoin. Ne fais pas confiance, vérifie. Je ne crois et ne fais confiance à personne, et encore moins aux politiciens, après avoir moi-même passé 12 ans dans ce milieu politique. Et tu as tout à fait raison. Alors, surtout une Christine Lagarde, qu'elle ait pu obtenir ce poste à la Banque centrale européenne et qu'elle impose maintenant le plan de l'euro numérique. En coulisses, nous l'avons bien vu lorsqu'il y a eu cet appel de farceur, où elle pensait vraiment parler avec Zelensky, et en réalité, elle parlait avec quelqu'un qui se moquait d'elle, pour le dire franchement. Elle a avoué vouloir contrôler totalement avec l'euro numérique. On la démasque. Donc, ils sont placés délibérément à ces postes pour pouvoir imposer leur politique. Il y a aussi une raison pour laquelle, par exemple, la loi sur l'OMS est maintenant au Bundestag, qu'en principe, nous allons aussi céder une partie de notre souveraineté à l'OMS. Lors de la prochaine pandémie, ce ne sera pas notre gouvernement qui décidera s'il y a urgence ni quelles mesures prendre, mais que nous allons céder cette souveraineté à l'OMS. Donc à exactement ces organisations qui peuvent intervenir à l'échelle mondiale. L'Amérique s'est retirée en disant « Vous pouvez toujours courir ». Millet en Argentine a répondu « Pas nous. Nous sommes un pays souverain. Nous n'allons pas nous laisser diriger par une organisation mondiale de la santé financée par des donateurs aux intérêts particuliers. Nous ne nous laisserons rien dicter par cela. »
En ce moment, ce projet de loi est précisément examiné dans les commissions du Bundestag et il sera adopté dans les prochaines semaines. Nous abandonnons notre souveraineté à des personnes comme Lagarde, comme l'OMS et ainsi de suite. Cela ne devrait normalement pas arriver. Pourquoi penses-tu cela maintenant? Tu viens de citer le traité de l'OMS. Que cache tout cela? L'OMS pourra bientôt déclarer des pandémies, obligeant l'Allemagne à s'y plier, ce qui ressemble à une dictature sanitaire. L'OMS est en partie, voire en grande partie, financée par des fonds privés. Pourquoi les médias n'en parlent-ils absolument pas? C'est pareil pour l'euro numérique, il y a vraiment un silence total de tous les côtés. Si tu regardes par exemple, il y a quelques mois, il y a eu cette procédure d'interdiction pseudo-AFD. Pendant des semaines, c'était le seul sujet de discussion. Et maintenant, ce traité de l'OMS ou l'euro numérique sont complètement passés sous silence. Donc le quatrième pouvoir dans le pays que nous avons, les médias, ce ne sont plus des médias critiques. Plus comme ils l'étaient autrefois, ils pointaient les problèmes et faisaient des reportages critiques. Maintenant, la couverture médiatique est très favorable au gouvernement. Et entre autres, à mon avis, c'est parce que chaque personne qui a quelque chose à dire dans ces médias peut, tôt ou tard, devenir porte-parole du gouvernement. Et il peut à tout moment faire le saut en politique. Et pourquoi devrait-on alors faire des reportages critiques sur ceux qui pourraient peut-être vous embaucher plus tard? S'assurer d'être à l'abri du besoin à vie? On ne le fait tout simplement pas. Donc les médias et la politique, ça fonctionne comme ça. Ils sont complètement liés les uns aux autres. En conséquence, tu n'entendras jamais une parole critique sur le gouvernement ou sur ce genre de projet, parce qu'ils veulent que les gens ne soient pas informés. À 8 heures du soir, tu allumes ton journal télévisé et tu te laisses influencer par ce qu'on veut que tu penses. On t'impose ta façon de penser et d'évaluer certaines choses. Tu ne dois plus penser. Tu dois faire confiance au gouvernement. Ainsi fonctionne le système, l'un profite de l'autre. Médias et politiques dépendent l'un de l'autre. C'est à cause de ce système que nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup trop de gens font encore confiance aux médias traditionnels, au journal télévisé, au journal. Mais je remarque, et c'est ça qui est bien, nous suivons toujours l'Amérique. Quand je vois les podcasteurs, à quel point ils ont du succès en Amérique, il est important d'aller chez Joe Rogan plutôt que chez CNN pendant la campagne américaine. Si l'Allemagne y parvenait, ce serait un grand progrès. La culture du débat en Allemagne me semble vraiment toxique. Je dois aussi toujours m'informer assez largement parce que parfois, je prends quand même un peu de risque avec mes opinions. Je regarde par exemple Candace Owens, Joe Rogan, Tucker Carlson, John Mearsheimer et d'autres aux États-Unis. Dans ces podcasts, qui ont parfois des millions de vues, on parle très ouvertement de sujets hautement complexes, de sujets polémiques en Allemagne. Oui, on copie toujours un peu et on reste dans une logique de propagande. Là où il y a des personnes concernées, comme le 11 septembre, le coronavirus, etc. Là-bas, les discussions sont bien plus ouvertes et critiques. Ici, en Allemagne, c'est toujours la même chose. Tu es tout de suite traité de troll de Poutine. Tu es tout de suite considéré comme un nazi et mis dans un coin louche si tu poses simplement une question critique. Les gens ne sont ni de droite ni de gauche, seulement critiques. Être critique, c'est aujourd'hui déjà une forme de rébellion, voire quelque chose de radical. Oui, et si ça tourne vraiment mal, la police se retrouve devant ta porte si tu as été trop critique. C'est la pression qu'ils exercent. Ensuite, ces cas deviennent aussi connus. C'est alors puni selon l'ancien schéma, une décennie. En conséquence, cela est alors réprimé ici. C'est justement ce reportage critique que je ne comprends pas. Parce que si on peut parler ouvertement de tout, alors on peut aussi réfléchir ouvertement à beaucoup de choses. Des contre-arguments peuvent surgir. Si l'on affirme que c'est une théorie du complot, des objections peuvent être exprimées ouvertement. Alors les gens peuvent choisir est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. Si je peux m'intéresser à des sources qui contredisent la ligne officielle, j'ai aussi d'autres sources qui soutiennent que le gouvernement a raison. J'ai mes réflexions sur ce sujet et je les organise. Nous avons besoin de ce débat ouvert dans une prétendue démocratie, dans une société prétendument libre. Il faut aussi pouvoir raconter les plus grandes absurdités et en discuter. Dire ensuite, oui, spectateurs, faites-vous votre propre opinion. C'est ainsi qu'on enseigne l'esprit critique à ne pas tout croire, mais ce n'est pas voulu en Allemagne. Ils craignent que les gens commencent à penser par eux-mêmes et disent non, cette fois, nous ne faisons pas confiance à l'État. Parce que nous avons constaté que, en fait, vous ne voulez rien de bon pour nous.
Tout ce que vous faites n'est pas dans notre intérêt. En commençant par le système monétaire, j'en parle car ce week-end, nous lançons une campagne parce que le système monétaire est l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans le monde occidental ou même dans le monde en général. Et personne n'en parle non plus. Nous acceptons tout simplement qu'il y ait une inflation d'au moins 2% qui est voulue politiquement, voire plus. Ils disent, c'est important pour l'économie? Non, c'est du vol. Notre argent perd de la valeur, ils volent notre temps et notre argent, et nous acceptons. C'est ainsi, mais cela ne devrait pas l'être. Cela demande aussi de l'éducation, de réfléchir par soi-même et de se demander, est-ce nécessaire? Ou bien pouvons-nous peut-être briser ce monopole de l'argent un jour? Et pour cela, tu as lancé une action, une pétition, ou comment doit-on l'imaginer? Nous lançons maintenant samedi, lors de la Fête de la Liberté organisée par l'initiative Atlas, une action. Il s'agit du maintien de l'argent liquide. Il s'agit de la concurrence monétaire. Nous lançons une pétition que chacun peut signer et que nous remettrons ensuite au gouvernement au printemps prochain. J'espère que beaucoup participeront, comme nous l'avons évoqué plus tôt. L'euro numérique est ce qui nous menace. Et la concurrence monétaire ainsi que l'argent liquide sont les moyens de s'y opposer. Il s'agit de beaucoup plus de joie. Nous avons lancé une action. S'il vous plaît, allez sur le site web et signez. Je vais la mettre en lien. J'ai aussi trouvé ton plaidoyer pour la responsabilité individuelle très fort. N'écoutez ni le révolutionnaire, ni le politiquement correct. Faites-vous confiance. Vouloir prendre des risques ou être rebelle aujourd'hui, c'est ça l'acte de rébellion. Se faire confiance. On devient libre intérieurement, parfois financièrement, et on prend de meilleures décisions en agissant de façon autonome. Et on ne court pas après tous ces beaux parleurs dehors, avec tout le respect, parce qu'au final, eux aussi veulent juste imposer leur propre agenda. Et surtout, appliquez cela à tout le monde, s'il vous plaît. Je constate toujours, peu importe le parti soutenu, Verse ou AFD, ou les gens qui croient encore en la FDP, il paraît qu'il y a des gens qui pensent que la FDP peut encore faire un retour. Remettez aussi cela en question de manière critique, parce que la politique ou les politiciens ne sont jamais la solution, ils ne sont jamais le Messie qu'on regarde en se disant « ils vont tous nous sauver ». Non, ils ne nous sauveront pas. Nous seuls pouvons le faire en trouvant un consensus et en distinguant le juste du faux. Comment puis-je situer cela? Je ne laisse pas les politiciens décider pour moi et je ne mets pas cette personne sur un piédestal en disant mais ce sont eux la solution. Ce n'est pas le cas. Seuls nous-mêmes, l'individu, sommes la solution. Ce n'est jamais le collectif. Nous, les individus, pouvons alors travailler ensemble et nous soutenir mutuellement. Et justement, à notre époque, nous devrions faire cela face à un État envahissant. Mais il s'agit de nous-mêmes. Il ne s'agit jamais des héros. C'est aussi un terme issu de la communauté Bitcoin. Slay your heroes. Abattre tes héros. Tu dois être capable de critiquer même tes héros. Je suis une grande fan de Millet, par exemple, mais je suis la dernière à ne pas voir aussi les erreurs de Millet. À l'époque, avec son histoire de crypto, je me disais aussi, mais ça ne va pas. C'est quoi ça? Il est important de critiquer et de remettre en question ses héros pour préserver sa liberté et souveraineté. Ou juste observer le système, voir comment on traite ceux qui ont travaillé dur 40 ans. Il est tout simplement laissé de côté à la fin. Pour la retraite, pour les malades, pour la retraite, dans la santé, dans les soins. Et beaucoup de jeunes le voient aussi de nos jours. Ceux dont ce pays a vraiment besoin, âgés de 25 à 55 ans et hautement qualifiés. Ils pensent « je ne vais pas me casser le dos ici. Je préfère émigrer, aller en Suisse ou ailleurs, là où je serai peut-être davantage reconnu, où je ne serai pas pressuré, juste pour subvenir d'une manière ou d'une autre à mes besoins et à ceux de ma famille. » J'ai aussi une totale compréhension pour ces personnes. Je trouve ça incroyablement dommage qu'on en soit arrivé là, au point que je ne connaisse plus personne en Allemagne. Sans plan B, que fait-on? Beaucoup de personnes compétentes et de valeur sont déjà parties à l'étranger. J'ai récemment discuté avec plusieurs directeurs transférant leur siège social à l'étranger et engageant des avocats pour éviter l'impôt lié au changement de résidence. Parce que l'État veut justement l'empêcher. Et il impose alors une taxe si l'on ose transférer son entreprise à l'étranger. Mais même cela peut être contourné avec des conseils appropriés. Mais le fait que nous soyons arrivés à une situation où, pendant des décennies, nous avons mené une politique qui fait que de jeunes talents disent « je préfère aller en Amérique, je préfère aller en Suisse, c'est incroyable ». Cela devrait nous alerter et montrer qu'il faut agir autrement. Je ne le vois pas pour le moment. Je ne vois pas que l'on dise réellement en Allemagne
Nous devons réduire l'État. Encore une fois, l'essentiel est de réduire la politique et l'ingérence de l'État. Selon moi, l'État a 3 missions principales: sécurité, justice et finances. Et c'est tout! Que ce soit le système éducatif, la construction et le logement ou autre chose, l'État devrait tout simplement se retirer. Nous, les citoyens, pouvons faire mieux. Si l'État quitte ces domaines, il n'aura plus besoin de notre argent et nous paierons moins d'impôts, gardant plus d'argent. Nous payons les mêmes contributions et choisissons librement où investir. C'est essentiel, il faut repousser cet État envahissant et la politique, ce qui a aussi débuté en Amérique. Ça ne s'est pas très bien passé avec la dispute entre Donald Trump et Elon Musk, mais le Doge Department était la bonne direction. Voici comment il faut procéder. Comme le dit Milei en Argentine, on commence par la politique, on fusionne les ministères. Nous licencions tout le personnel et la bureaucratie inutile qui ne font que déplacer des dossiers d'un bureau à l'autre et compliquent la vie des gens. Il faut s'en débarrasser. C'est là où nous devons arriver. Ce sont en fait les sujets que nous devons aborder et non pas réformer l'allocation citoyenne. Et ceci un peu ou cela. Nous devons débuter à un niveau supérieur et discuter plus en profondeur de la façon d'y parvenir. Remettre cet État envahissant à sa place. Parce que l'État, le gouvernement et les partis ne font pas partie de la solution. Ils sont le problème. Si nous arrivons à l'identifier et à demander comment agir contre cela, comment pouvons-nous briser le pouvoir des partis tel que nous l'avons actuellement? Comment pouvons-nous briser le pouvoir des listes? Le parti peut en effet établir une liste et y mettre les plus grands incompétents, ceux qui se sont imposés au sein du parti, non pas pour leurs compétences, mais pour leur position dans le réseau du parti. Nous devons approuver cette liste au lieu de vouloir choisir nous-mêmes les politiciens qui décideront pour nous. Johanna Cotard, je pourrais discuter avec toi des heures. Pour conclure, soyons brefs. Un jeu de soit l'un, soit l'autre. Je sais que c'est dur, mais tu dois le faire maintenant. Quel homme politique de l'AfD est le plus sous-estimé? Bonne question, je ne sais même pas si je peux répondre, vraiment pas. Aucun ne me vient spontanément à l'esprit qui serait sous-estimé. Parce que ceux qui sont connus, on les connaît. D'accord. Avec qui préférerais-tu avoir un dîner aux chandelles? Alice Weidel ou Netanyahou? Eh bien, j'ai déjà dîné plusieurs fois avec Alice Weidel, donc je choisirais Netanyahou. Qui choisirais-tu sur une île déserte? Donald Trump ou Karl Lauterbach? À Donald Trump. Si tu pouvais dire quelque chose à ta version plus jeune, à l'époque où tu étais au Bundestag, que lui dirais-tu aujourd'hui? Sois honnête. Ne te laisse pas trop influencer par le parti ou le groupe parlementaire, ne te laisse pas intimider. Suis simplement ton chemin comme tu l'as fait à la fin en tant que non inscrite. Alors, encore une toute petite question intermédiaire à propos de cette discipline de groupe parlementaire. Concernant cette discipline de groupe parlementaire, je me suis toujours demandé, si tu donnes une interview qui n'est pas coordonnée avec le groupe, comment est-ce qu'on te rappelle à l'ordre? Eh bien, si je donnais une interview qui contredit complètement la ligne du groupe, il y aurait une remarque de la part de la direction du groupe ou aussi des collègues du parti, et selon le camp contre lequel on tire au sein du groupe ou du parti, cela peut vraiment mal tourner pour soi. Gardons cela à l'esprit lors des interviews. Non seulement je peux faire des erreurs qui nuisent en général au parti et à la ligne du parti, mais je peux aussi faire des erreurs qui me nuisent personnellement au sein du parti. Et puis, il arrive qu'on se retrouve dans des situations où l'on doit défendre une position complètement différente de celle que l'on a personnellement lors d'interviews. Parce que le groupe parlementaire dit, c'est par là qu'on doit aller. Et puis, c'est un dilemme interne où je me dis, je n'y arrive plus non plus. Je dois être honnête. Je ne peux pas simplement défendre une position à laquelle je n'adhère pas du tout. Mais le parti en a la possibilité. Puis des campagnes internes sont lancées dans le parti. Ça ne peut pas être ça. Puis on dit, il ou elle ne doit plus être sur la liste. Puis tu t'auto-censures dès que tu t'exprimes en pensant toujours où veut aller le groupe parlementaire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce carabia interchangeable, juste pour ne pas se rendre attaquable. Je me dis, chez tous ces politiciens, vous avez en fait un défaut de langage. C'est une question très concrète. Comment peut-on esquiver comme ça? Ils ont sans doute cette discipline de groupe, cette autocensure mentale que tu viens de décrire.
Oui, bien sûr. On est aussi formé à ça quand on suit tous ces cours de rhétorique. Je sais que dans de nombreux partis, on te fait suivre des cours de rhétorique. On apprend à ne pas répondre aux questions. C'est la solution la plus simple. On tourne autour du pot aussi longtemps qu'il le faut pour ne pas répondre à la question. Et ensuite, on répète tout ça si on te repose la question. Jusqu'à ce que les journalistes en aient assez et cessent de poser la question. C'est le discours habituel des politiciens, d'où l'appréciation en Allemagne pour ceux qui s'en démarquent. On me demande souvent comment une femme de gauche comme Heidi Reichnick peut être autant appréciée, parce qu'elle défend totalement ses convictions. Et oui, elle défend totalement ses convictions, mais cela vient du plus profond d'elle-même. Cette femme est sincère. Elle croit vraiment en ce qu'elle dit. Elle n'est pas hypocrite. Et c'est pour ça qu'elle plaît autant aux jeunes. C'est pour ça que ses discours sont autant regardés, parce qu'elle en est convaincue et parce qu'elle n'utilise pas ce jargon politique, mais dit honnêtement ce qu'elle pense. Cela concerne la population. Les vieux partis ne l'ont pas compris, qu'ils doivent peut-être changer de cap et simplement devenir plus honnêtes parce que les gens en ont vraiment marre. Mais voilà, quand sa propre carrière est menacée, quand ça dépend du fait que tu sois à nouveau sur la liste ou non, si tu peux continuer à toucher 16 000 euros par mois au Bundestag ou pas. Alors, tu réfléchis 2 ou 3 fois avant de le faire ou pas. Et je remarque ça encore et encore dans tous les partis, quand il y en a un ici ou là qui dit pas comme ça, donc une Ricarda Lang qui ose soudainement sortir de l'ombre avec les critiques de Habeck et dit voilà, ce qu'il a fait n'était pas correct. Elle est certainement aussi sous le feu des critiques chez les Verts en ce moment, et pourtant elle ose quand même. En face, Lucassen de l'AfD défend vigoureusement le service militaire obligatoire et l'armée fédérale, et qui en interne se fait réprimander pour ça ou reçoit des commentaires sur X. Quitte l'AfD, s'il te plaît. Tu portes préjudice à tout le parti. Et puis parce qu'on ne supporte plus cette contradiction. Et ce dont nous avons parlé auparavant, qu'il faut être beaucoup plus ouvert, accepter aussi d'autres positions et en discuter, cela devrait aussi exister dans les partis. Donc mon système de gouvernement préféré serait un gouvernement minoritaire où une chancelière et un parti devraient chercher des majorités au Bundestag. Et cela avec de bons arguments. J'ai une proposition de loi et maintenant je dois convaincre tout le monde, de l'AfD à la gauche, d'y adhérer. C'est cela qui compte et dont les partis ont besoin. À mon avis, il faudrait aussi un autre système de partis. Il faut séparer le mandat du parti, il faut d'autres partis. Dire que ceux qui figurent sur la liste ne sont pas membres du parti. C'est par exemple une possibilité de désamorcer un peu tout cela et de permettre aux députés de devenir beaucoup plus autonomes et indépendants. Qu'ils votent aussi à l'avenir comme ils le jugent juste et non comme le souhaite le parti. Pour moi, la gauche, ce sont les nouveaux Verts, l'adorent. Et Reichsnecke est actuellement érigé en super gauchiste. Pour moi, c'est un peu le même discours qu'à l'époque de Baerbock. Je ne fais pas vraiment confiance à la gauche. Cette action inédite a conduit à l'éviction du BSW. Puis soudainement, il y a eu un parti de gauche qui avait 10, 11, 12%. Je pense qu'ils sont rendus dociles par les transatlantiques. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils font exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis auparavant. La propagande en Allemagne, ça me fait vraiment peur. Et le fait que cela puisse séduire, surtout chez les jeunes. Et le discours de Heide Reichenegg à l'époque contre la FD, quand elle a appelé à monter sur les barricades. Ce n'était pas prévu dans le script, elle l'a fait assez spontanément à la tribune du Bundestag. C'est le discours du Bundestag le plus visionné de tous les temps. Il a reçu plus de 30 millions de vues. Un discours au Bundestag, il faut imaginer ça, parce que ça venait du fond de son cœur, parce que c'était sincère à ce moment-là. Quand les politiciens commencent à pouvoir être vraiment honnêtes, ça leur fait le même effet. Mais eux, ils ne sont pas honnêtes. La majorité de ceux qui sont au Bundestag ne sont pas honnêtes. Ils montent à la tribune et lisent des discours tout faits, écrits par leurs collaborateurs, auxquels ils n'adhèrent probablement même pas. Puis ils s'étonnent que cela n'affecte pas la population extérieure. Puis Heide Reichenegg arrive, monte sur les barricades et tous disent « Oui, enfin, une vraie personne à la tribune, pas une marionnette qui récite. » Là, ils sont très honnêtes et ont des valeurs et convictions. Mais une fois au pouvoir, ils doivent appliquer ce que nous avons évoqué. C'est là que la discipline de groupe, les accords transatlantiques et ainsi de suite entrent en jeu. Il n'y a plus de valeurs, on ne fait que lire ce qu'on nous met sous les yeux. C'est le sentiment que j'ai. Faire de l'opposition, c'est toujours facile. Il faut être honnête. Et je l'ai compris à un moment donné, nous de l'AfD avons vraiment la vie facile. La seule chose que nous pouvons faire, c'est
On regarde les gros titres dans les journaux. On regarde quel est le scandale actuel en ce moment. Où est-ce que la majorité des Allemands disent vous êtes devenus fous? On ne peut quand même pas faire ça. Alors on dépose une motion contre. Faire de l'opposition, c'est facile. Mais une fois au gouvernement, il faut former des coalitions avec des personnes que tu ne veux pas. En fait, mais tu dois quand même trouver une solution parce que tu n'as pas assez pour gouverner seul. Et ensuite, il faut vraiment avoir des approches capables d'apporter des solutions où l'on dit c'est aussi praticable, c'est faisable, c'est réalisable par la loi. Là, ce n'est plus si simple tout ça. Et ça aussi, je pense que beaucoup de gens ne voient pas à quel point il est facile de faire de la politique d'opposition. Et je n'ai jamais été au gouvernement, mais je peux imaginer à quel point il est difficile d'y être réellement, pour rédiger les lois de manière à ce que les tribunaux n'interviennent pas. Parce que c'est ça, je pense. Ce dont nous n'avons pas encore parlé, c'est de la composition des tribunaux en ce moment en Allemagne. Ce sont eux qui ont le dernier mot au final. Est-ce que ça passe ou pas si un gouvernement arrive et dit non, nous supprimons maintenant la question de l'asile, nous supprimons toutes ces prestations et nous ne versons plus d'argent? Le tribunal répond la dignité humaine est dans la Constitution, vous devez garantir le minimum, etc. Et tant que les tribunaux sont politiquement composés chez nous et que nous voyons qu'ils sont composés dans un certain sens politique, nous avons un problème en Allemagne. C'est aussi quelque chose que nous ne devons pas sous-estimer. Les politiciens ne peuvent pas toujours agir aussi fermement qu'ils le souhaitent. Nous l'avons vu avec la CDU qui fait venir ses Afghans par avion. Le gouvernement doit le faire, même s'il ne le veut pas. Un tribunal les y a obligés. Il a dit Baerbock et compagnie ont promis à ces 2000 et quelques Afghans de les faire venir en Allemagne. Vous êtes légalement obligés de le faire. Dobrindt a dit je ne veux pas. Le tribunal a dit tu dois. Je trouverais ça intéressant d'avoir un jour un gouvernement qui dise c'est gentil, mais je ne le ferai quand même pas. Que se passe-t-il alors? Jusqu'ici, personne n'a su me répondre. Et si un gouvernement refuse, nous ne le ferons pas. En Hongrie, Orban refuse d'accueillir les migrants et paie une amende d'1 million par jour. Cela fait 365 millions une broutille face aux 50 milliards de coûts annuels de la migration. Madame Béatrice von Storch, comme ministre de l'Intérieur, va sûrement s'y opposer. Je peux déjà le dire. Je l'ai eue ici sur la chaîne et elle a vraiment beaucoup de mordants. Concernant la politique de sécurité, remettra-t-elle aussi les tribunaux à leur place? Nous verrons bien. Donc, comme je l'ai dit, je suis toujours prudente quand on place autant d'espoir dans un parti et dans un politicien parce qu'en général, on finit par être déçu. Je connais beaucoup de politiciens de la Union chrétienne démocrate qui ont tous mis leurs espoirs en Merz. C'est le conservateur, l'opposé de Merkel, l'anti-Merkel. Voilà pourquoi Merkel déteste Merz. Tous espéraient qu'à son arrivée, il irait jusqu'au bout. Il a également voté avec l'AfD au Bundestag, montrant alors de la fermeté. Puis soudain, il est devenu chancelier et tout cela a disparu. La déception au sein de l'Union est tellement massive avec cet homme parce que personne ne s'y attendait. Je leur aurais dit dès le début, ne faites pas confiance, vérifiez. Je ne mets plus aucun espoir en aucun de ces types. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord avec toi. J'ai 2 questions. Si tu devenais chancelier demain, quelle serait ta première mesure? Je commencerai vraiment par le Bundestag lui-même. Et je regarderai s'il n'est pas possible de supprimer au moins la moitié de ceux qui travaillent au Bundestag dans les ministères, peu importe où. On commence vraiment par les ministères. Supprimer la moitié, regardez, la moitié des députés. On n'a pas besoin de toutes ces personnes. La population ne remarquera même pas s'il n'y a plus que la moitié des gens à Berlin. Ils le remarqueront peut-être s'il y a moins de lois stupides, sinon ils ne s'en apercevront pas. En conclusion, une recommandation concrète pour nos téléspectateurs afin de gagner en souveraineté dans ce monde agité et fragmenté. Rester fidèle à soi-même, croire vraiment en soi. S'informer de manière indépendante, ne pas se laisser paniquer par quoi que ce soit. Quand le gouvernement et les médias essaient de nous faire peur, il faut vraiment s'arrêter un instant et se demander pourquoi veulent-ils nous faire ça? Où veulent-ils nous emmener? Ce danger existe-t-il vraiment ou n'existe-t-il pas? Et ne pas se laisser effrayer et suivre dans la panique n'importe quelle consigne que le gouvernement nous donne. Est-ce qu'il s'agit d'un vaccin qu'on doit absolument avoir? Demain, la Troisième Guerre mondiale éclate où les Russes sont devant la porte de Brandebourg selon le camp dans lequel on se trouve. Il ne faut pas paniquer, il faut rester soi-même, voir ce qui est juste pour soi, puis voir comment se connecter avec ceux qui partagent nos idées et agir.
Non, en fait, pas du tout. Alors, je ne crois pas au bon Dieu et je ne crois encore moins à son personnel sur terre, mais je crois aux valeurs. Je crois aux valeurs que le christianisme a transmises. Pour moi, ce sont des valeurs humanistes auxquelles je crois et que nous devrions préserver indépendamment du christianisme. Oui, fortement. Et les valeurs chrétiennes, ou celles que tu décris, sont quasiment identiques dans la plupart des religions du monde. Si nous nous concentrons davantage sur ce que nous avons en commun et non sur une politique symbolique ou sur ce qui nous rend différents. De ce point de vue, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense aussi vraiment que si tu sais qui est au-dessus de toi, tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter ici et maintenant. Être guidé par des valeurs, c'est vivre avec une autre boussole morale. Il y a une bonne raison pour laquelle la politique nous a enlevé ces valeurs, ou pourquoi la société en général nous a poussés dans cette direction. Ces valeurs comme la cohésion, le respect et la famille n'existent plus vraiment aujourd'hui. Qu'on a supprimé tout cela, nous connaissons cela du socialisme. Quand on supprime tout ce qui unit les gens, alors on peut gouverner sans entrave. Nous le voyons actuellement en Allemagne et devons nous y opposer. Nous nous promenons. La plupart se promènent comme des poules affolées, parce qu'au final, ils n'ont plus de boussole morale, ou ils n'ont plus de famille, plus de repères, et ils veulent de juste s'émanciper dehors ou bien chercher ce qu'on appelle la liberté. Merci d'être venu chez nous. Tes idées étaient excellentes. Discuter avec toi a été un vrai plaisir. Johanna, je te souhaite tout le meilleur et prends soin de ta santé.